Ok, on va y aller. Merci à tous. J'espère que vous avez pu profiter de cette pause pour faire un break. Je voudrais commencer par vous dire que je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir. Je remercie toute l'équipe de la Ligue régionale, Jordan, Benjamin, Julien, Raphaël, Valentin, toute l'équipe de m'avoir proposé d'intervenir. C'est une belle opportunité, c'est un vrai plaisir. Et puis d'intervenir sur un champ qui m'est particulièrement cher, qui est celui de la préparation mentale. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Olivier Goulet, je suis en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Et puis j'ai deux métiers. Donc j'ai un premier métier qui est de consultant en ressources humaines. J'interviens auprès d'entreprises pour les aider dans leur politique de recrutement, d'intégration, de gestion des compétences, bref, de ressources humaines. Et puis j'ai une deuxième activité dont Benjamin vient de parler, qui est de concevoir et de développer des solutions à l'intention des sportifs et des entraîneurs, des solutions d'évaluation et d'accompagnement sur un plan comportemental et psychologique. Alors, les objectifs de l'intervention ce soir, je sais qu'il y a un public qui est varié ce soir, qui est divers, et c'est tant mieux. On a des sportifs, on a des entraîneurs, on a des dirigeants, on a des préparateurs mentaux. Donc, il y a sans doute parmi vous des niveaux de connaissances, d'expertise un peu hétérogènes en termes de préparation mentale. Je voudrais commencer sur la partie introductive à jeter quelques bases pour que vous dire ce qu'est, de mon point de vue en tout cas, la préparation mentale, et puis peut-être aussi ce qu'elle n'est pas. Je voudrais aussi faire une présentation la plus pratique et la plus utile possible, et que quelque part, vous puissiez tous, quel que soit votre rôle aujourd'hui dans les clubs de rugby, repartir avec des techniques, des idées, des approches, des solutions que vous puissiez mettre en place sur le terrain, à l'entraînement, dès demain. Alors, soit de manière autonome, soit pourquoi pas avec l'aide de professionnels. J'aborderai des aspects relativement classiques en préparation mentale, en psychologie du sport, mais le bon de commande aussi, c'est d'être dans le 2.0, dans le digital. Je vais vous faire découvrir une solution innovante, non pas centrée sur les sportifs, mais sur le staff. Pourquoi? Eh bien parce que les entraîneurs, les coachs, à travers leur comportement, à travers leur posture, à travers leurs gestes, ben, ils ont une importance absolument fondamentale sur la performance psychologique des athlètes. Donc c'est important que le staff, les coachs, soient eux aussi équipés, soient eux aussi accompagnés par des solutions, par des approches innovantes pour faire leur boulot le mieux possible. Voilà. Et puis, bah, peut-être que certains, ça leur donnera envie d'aller plus loin, d'assister à d'autres conférences, de faire des lectures. Et c'est vraiment ce que j'aimerais donner à tout le monde, c'est cette envie d'approfondir d'une manière ou d'une autre le champ de la préparation mentale. Alors, quelques idées reçues sur la préparation mentale. Le mental, c'est inné. Alors, pour battre en brèche cette idée-là, je vais vous lire le témoignage d'un jeune rugbyman, un jeune rugbyman de 7 ans. Alors, écoutez ce qu'il nous livre, ce rugbyman. Il évoque son mal-être le matin des matchs. Il nous dit, dès l'aube, je me réveille vers 6 heures et il m'est alors impossible de contrôler la peur qui me saisit. Mon cœur bat la chamade, mon corps semble me prévenir qu'un malheur est sur le point de se produire. Je dis à mes parents que je n'y arriverai pas, que je ne peux vraiment pas. S'il vous plaît, dites-leur que je ne peux pas jouer. Eh bien, ce témoignage, peut-être que certains l'ont reconnu, ce n'est rien d'autre que celui de Johnny Wilkinson, qui nous le livre en fait dans son livre autobiographique. Le message derrière ça, c'est que vous voyez bien, le mental, il n'est pas inné, le mental, ça se travaille, et c'est justement ça l'objet de la préparation mentale. Autre idée qu'on peut entendre parfois, ou qu'on peut lire sur les forums ou dans les réactions des journalistes, des supporters, on a du mental ou on n'en a pas. Eh bien, fort heureusement, la réalité, elle est plus complexe que ça. Parce que le mental, ce n'est pas du tout un concept homogène. Le mental, c'est un ensemble de variables, de facteurs différents et qui interagissent entre eux pour produire à un moment donné un état psychologique qui va être plus ou moins favorable à la performance.
Donc, il y a le stress, il y a la confiance en soi, il y a l'attention, la motivation, l'agressivité. Et ce serait beaucoup trop réducteur et simpliste de dire d'une sportive, d'une rugbywoman, d'un ou d'un rugbyman, ben, il a du mental ou il n'en a pas. Hein, je pense que si vous réfléchissez à des sportifs que vous connaissez, vous pouvez vous dire, ben ouais, sur le plan de la confiance en soi, cette fille, elle est au top. Par contre, en termes de gestion du stress, ben, il y a sans doute un travail à faire pour l'amener à mieux gérer ses émotions. Et puis, au-delà du fait que ben, un sportif peut être en position de force sur certaines habiletés mentales et puis de points de progrès sur d'autres, il y a tout simplement le contexte aussi qui fait que on n'est pas, il y a des va-et-vient en fait dans les états psychologiques. Si je prends l'exemple de la confiance en soi, on peut avoir un rugbyman qui est très confiant en lui de manière générale, mais bon, peut-être qu'après une série de 3 défaites, peut-être que s'il n'est plus titulaire, si on parle d'un rugbyman professionnel et qu'il est en fin de contrat, bah, vous voyez peut-être que la confiance en soi, conjoncturellement, momentanément, elle va être faible et le rugbyman, il va avoir besoin d'un appui. Troisième idée contre laquelle j'aimerais vous mettre en garde, c'est de se dire que le mental, c'est une affaire de spécialistes. Alors, dans une certaine mesure, c'est vrai. C'est-à-dire que bah, vous avez des préparateurs mentaux, des psychologues du sport, et qui se sont formés, qui ont une forme d'expertise, qui vont maîtriser des techniques, qui vont mieux que d'autres peut-être comprendre les causes, les manifestations, les conséquences de tel ou tel aspect, mais ce ne sont que des intervenants parmi d'autres. Au cœur de la performance mentale d'un sportif, d'une sportive, bien en fait, il y a des acteurs qui sont multiples. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les fans, il y a les dirigeants, il y a les équipiers, le coach. Et en fait, toutes ces personnes-là, involontairement ou non, ou volontairement, par leurs gestes, par leurs actes, par ce qu'elles vont dire ou elles ne vont pas dire, vous avez bien conscience qu'elles vont avoir un impact sur la performance psychologique du rugbyman, de la rugbywoman. Donc, attention, le message, il n'est pas de dire que tout le monde est préparateur mental, c'est pas ça. Mais c'est de dire que chacun qui est dans l'entourage d'un athlète peut s'autoriser ce temps de recul en se disant, ben, finalement, ma contribution, mon apport, dans quel sens il joue? Est-ce que je contribue à mettre ma fille, mon ami, dans les meilleures conditions ou pas? Voilà. Après cette partie introductive, je voudrais qu'on fasse ensemble un focus sur une variable qui est fondamentale en fait dans la performance psychologique et dans la performance sportive tout court, qui est le stress. Le stress, est-ce que c'est l'ennemi du sportif? Ben non, pas forcément. Ça peut l'être. Mais en fait, quand on s'appuie sur son bon sens, je pense qu'on est tous capables de se remémorer des circonstances dans lesquelles le stress, oui, a été préjudiciable, parce qu'il m'a empêché de dormir la veille d'une compétition, parce qu'il m'a fait péter les plombs en début de match et que je me suis pris un carton rouge. Et puis d'autres situations où on sent bien, avec le recul, que le stress, il nous a été profitable parce qu'il nous a permis d'aller de l'avant, de nous mobiliser, de dépasser un obstacle. Donc, ce qu'on ressent bien intuitivement, c'est qu'il y a une forme de stress positive et puis une forme de stress qui peut être plus négative. Donc voilà, ça c'est pour l'intuition. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les spécialistes, les scientifiques sur le sujet? Bah, depuis très longtemps d'ailleurs, hein, ce que je vous présente là, c'est pas quelque chose d'innovant. Ce sont des recherches qui ont été menées depuis plus de 100 ans, hein, sur le lien entre le stress, ou ce qu'on peut appeler l'activation, mais parlons de stress aujourd'hui, et puis la performance. Ce que les psychologues nous montrent, c'est qu'en fait, il y a une relation sous la forme d'une courbe, d'une cloche entre les deux aspects. C'est-à-dire que si je ne suis pas assez activé, assez stressé, je ne serai pas dans la zone de performance optimale. Et à contrario, si je suis en situation de surstress, eh bien, je ne vais pas prendre les bonnes décisions, je ne vais pas avoir le bon niveau de concentration, je ne vais pas bien gérer les émotions qui vont venir et je vais sous-performer. Donc, vous comprenez bien, sur la base de ce graphique, que l'enjeu pour un rugbyman, une rugbywoman, c'est d'identifier, en fait, de réguler son stress pour avoir le bon niveau d'activation au bon moment.
Tout ce que je vous dis là est peut-être un peu théorique. On va aller sur un exemple beaucoup plus pratique et vous allez le voir, je vais le faire d'ailleurs régulièrement dans cette intervention. Je vais parfois me décentrer un petit peu du rugby, aller sur d'autres sports, mais vous verrez que les applications sont tout à fait, je pense, transposables au monde du rugby. On va aller sur le tennis pour commencer. Et je voudrais qu'on lise ensemble la déclaration d'un joueur de tennis professionnel avant un match à Bercy. Alors, ce qu'on appelait Bercy à l'époque, mais peut-être pour les plus jeunes, c'est le Master BNP Paribas. Donc, c'est un tournoi de fin de saison et le joueur en question, dans la presse sportive, dans une interview, décrit la chose suivante. Il dit « J'ai énormément de pression en ce moment parce que mon objectif principal, mon seul objectif, c'est de finir l'année dans le top 10. Et j'y suis presque. Tout ce que je veux, c'est être top 10. Mais bon, il faudra battre un tel. Et un tel, il a exactement le type de jeu qui va être horrible pour moi. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai envie d'en parler, tellement ça me fait déjà mal. Et il a fait de gros matchs cette saison. Il est en confiance, il faudra se méfier. Il a l'air bien en forme d'ailleurs. Et il sait que j'ai la pression et il aime ça. Il va être content de me tenir et il va essayer de m'enfoncer. Bon, je pense qu'on peut lire beaucoup de marqueurs de stress et de surstress dans cette situation-là. Dès le départ, j'ai énormément de pression. Et puis, vous notez toutes les pensées négatives en fait, qui assaillent ce sportif. Il va essayer de m'enfoncer. Ce type de jeu va être horrible pour moi. Donc, dans sa tête, les choses sont assez noires. Et puis, pas que dans la tête. Regardez ce qu'il nous dit au niveau de ses sensations corporelles. Ça me fait déjà mal. Donc, rien qu'à lire cette déclaration avant un match important, on se dit ben, peut-être que ce tennisman, il n'est pas dans les meilleures conditions pour faire performer. Il est en zone de surstress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'absolu si on voulait l'aider à mieux gérer son stress? Je vais vous commencer par vous parler de techniques que probablement vous connaissez ou au moins vous en avez entendu parler. Elles sont assez évidentes, elles sont au cœur de la préparation mentale, mais vous verrez que ce ne sont pas les seules techniques possibles. Et je vais vous emmener ensuite sur un autre terrain. Donc les techniques dont je vous parle, ce sont des techniques corporelles, et en particulier la respiration. Vous savez peut-être que lorsqu'on est en situation de stress, de nervosité, on va avoir tendance à développer une respiration thoracique, c'est-à-dire une respiration du haut, relativement saccadée, et qui ne va pas permettre de retrouver un apaisement facilement. Donc, du coup, il est possible pour un sportif, et ça s'entraîne, ça ne s'improvise pas le moment venu, évidemment, mais d'apprendre à développer une respiration plus abdominale, plus apaisante, que le sportif il va pouvoir ensuite mobiliser dans sa pratique au bon moment. Donc, vous voyez cette compétition de tir à l'arc, avant de faire son geste, de lâcher la flèche, mais la sportive, l'archère, elle va, on le voit, elle est en train de respirer pour retrouver le bon niveau d'activation et faire le bon geste derrière. Autre technique corporelle, la relaxation. La relaxation, ça peut par exemple favoriser un bon endormissement la veille d'une compétition. Ça peut aussi éviter de faire le match 2 heures avant en faisant une mini séance de relaxation pour préserver son potentiel énergétique. Alors attention non plus à ne pas mettre la relaxation à toutes les sauces, à la faire n'importe quand, parce que ça désactive vraiment, et donc il ne faut pas le faire évidemment dans les 5 minutes avant de rentrer sur le terrain. Je pourrais vous parler aussi de plein d'autres techniques. Il y a des techniques, là on est plutôt sur des techniques corporelles, il y a des techniques qui agissent plutôt sur le psychisme directement. Donc il y a une technique qui s'appelle l'arrêt de la pensée, qui consiste à apprendre à un sportif, à une sportive, à identifier des pensées négatives, telles que celles qu'on voyait tout à l'heure dans la déclaration médiatique du tennisman, et puis à les neutraliser et à les remplacer par des pensées plus positives. Voilà, alors toutes ces techniques-là, elles sont essentielles, elles sont importantes, elles peuvent se mobiliser dans ce qu'on appelle des routines, c'est-à-dire avant un match, avant une compétition, alterner des moments où on va respirer, on va se relaxer, on va switcher en pensant à